Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode Le Corner. C'est la rentrée pour nous. Je vais pas vous cacher qu'on est le 6 janvier. Bonne année Jérémy. Bonne année, merci beaucoup. Et donc meilleurs aujourd'hui, meilleurs vœux et on souhaite que ça soit une année remplie de sport et de succès. Alors le rugby français, on a connu quelques-uns en 2024, donc on va avoir pas mal de choses à dire. Et donc vous avez compris qu'aujourd'hui l'épisode allait traiter du rugby et de sa fédération, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Jérémy Lechat, qui est directeur exécutif. Directeur général, ouais. Directeur général de la Fédération française de rugby. Bienvenue sur cet épisode, Jérémy. Et en fait, la première question, c'est toujours c'est peut-être la plus dure finalement, mais on commence toujours comme ça. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Ouais. J'ai combien de temps ? Le temps qu'il faut. Non, je m'appelle Jérémy Lechat. J'ai 36 ans, 2 enfants, marié. Et donc aujourd'hui, je suis directeur général de la Fédération française de rugby. Nouveau challenge, puisque j'ai démarré il y a à peu près 1 an. Et avant ça, j'ai eu une carrière avec pas mal d'expérience dans le secteur privé notamment et le monde de l'entreprise. Si tu reviens justement un peu sur le passé avant fédération, vu que tu as un peu de temps pour te présenter, comment tu arrives à la fédération finalement ? Quel est le parcours qu'il y a avant ? Ouais, alors juste côté parcours, juste pour le faire un peu en quelques mots. Donc moi, je suis originaire de Toulouse, j'ai grandi à Toulouse. Et j'ai fait une école d'État qui s'appelle l'École normale supérieure de Paris-Saclay en économie-gestion. Et en fait, j'avais fait ma première affectation de normalien à l'ambassade de France de Nouvelle-Zélande pendant la Coupe du Monde de rugby 2011. Donc déjà... coche pas mal de cases. Nouvelle-Zélande, Toulouse, ok. Déjà fan de sport, fan de rugby. Et ensuite, par contre, fonction publique, j'ai eu un peu de mal avec le ministère de l'économie et des affaires étrangères auquel j'étais affecté. Et donc, du coup, voilà, j'ai rejoint le secteur privé. J'ai fait 8 ans chez Ernst & Young, à différentes postes, différentes positions. J'ai eu la chance de travailler là-bas en Australie, en Angleterre, à Paris, et pour des gros clients, donc, notamment Google Asie Pacifique, Airbus. C'était une super expérience. Et ensuite, dans ce cadre-là, j'ai rejoint une entreprise, ma femme étant originaire de Saint-Malo, qui s'appelle le Groupe Rouillet, qui est un groupe leader d'agroalimentaire et d'agriculture notamment, qui fait des fertilisants à forte valeur ajoutée, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et on y reviendra peut-être, mais dans ce groupe-là, j'avais notamment beaucoup développé la partie sport d'entreprise. Et à tel point qu'on avait même reçu des distinctions de la part de la Commission européenne et du Comité national du sport olympique français comme entreprises les plus sportives d'Europe. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais intégré quelques réseaux qui m'avaient fait amener à rencontrer notamment Florian Grill, président de la fédération. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Après, je peux développer pendant plus de temps. On va pouvoir faire quelques ellipses temporelles de temps en temps. On va pouvoir s'amuser avec tout ça. J'ai longtemps réfléchi à comment débuter ce podcast. J'ai bien sûr travaillé un peu le sujet, regardé un petit peu ton profil, etc. J'avais 2 angles. Je vais te dire les 2 angles et je sais pas par lequel je vais commencer encore. Il y en a un qui était l'aspect un petit peu politique et financier. On était sur une ligue une fédération qui était très politisée dans le passé. On a un nouveau président que tu viens de nommer qui essaye d'être justement aux antipodes de ça, qui essaye d'être très accessible et être au cœur de son écosystème, donc des clubs, des licenciés, des partenaires. Et on avait une situation aussi financière qui était un petit peu trouble en termes de visibilité déjà, parce que le président était le premier justement à remettre en ligne un petit peu ce qui se disait pendant les AG, etc., pour redonner de la visibilité à travers les clubs et les différents licenciés. Toi, tu arrives avec un profil quand même un petit peu financier.
C'est aussi pour ça que tu as été choisi, parce que la situation de la fédération n'était pas au top et il y a des choses à relever. Ça faudrait poser la question à Florian de pourquoi j'ai été choisi, puisqu'il faisait partie du jury d'entretien avec Jean-Marc Larmé et Sylvain Dereux aussi, qui sont la garde rapprochée. Je pense que oui, probablement ça a dû jouer, mais il n'y a pas que des enjeux financiers à la fédération. Il y a une feuille de route très ambitieuse qui se décline en 5 grands axes à déployer dans les prochaines années. Il y a aussi une association, une PME aussi à gérer, puisque la fédération, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 300 salariés, c'est 2000 clubs, 60 000 bénévoles, 350 000 licenciés. Et donc, du coup, il y a tout cet écosystème à gérer. Donc, je pense qu'il y avait aussi peut-être une volonté d'amener aussi un œil un peu extérieur, un œil frais pour gérer le paquebot de la Fédé. Ouais. Et c'est marrant parce que tu mentionnes beaucoup le mot PME, et juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu me l'as sorti aussi. Et c'est marrant parce que c'est assez rare de voir une fédération qui se considère comme une PME, une grosse PME. Ouais, non, alors c'est un abus de langage de ma part. Ça reste une association, et c'est très clair que ça reste une association, et on le voit dans la manière de fonctionner tous les jours. Moi, je fais juste le parallèle avec ça parce que d'où je viens, donc j'étais président du directoire du groupe Rouillet, qui est un gros groupe, hein, ça fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 collaborateurs. Donc du coup, en venant à la fédération, voilà, j'emploie ce terme, mais c'est un abus de langage de ma part. Ouais, mais tu vois, moi je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Je le vois comme le côté où tu vas essayer de ramener le meilleur de chaque monde, tu vois. Et c'est jamais blanc ou noir dans la vie. En fait, c'est toujours un peu gris. Et finalement, la zone grise, c'est aujourd'hui, tu as un président qui est aussi patron d'entreprise, et donc ça amène aussi certaines valeurs, à l'instar justement d'une fédération qui était hyper politisée, et donc du coup c'est assez marrant, et je trouve ça assez marrant le parallèle. Donc peut-être un abus de langage, mais peut-être aussi un lapsus un peu révélateur, je trouve. Mais il y a clairement des choses à se nourrir, en tout cas des deux mondes. Moi je sais qu'il y a beaucoup de choses du monde de l'entreprise que j'essaye d'amener aussi à la fédération. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi du monde associatif qui peut apporter au monde de l'entreprise. Moi, je sais que mon expérience précédente, il y a peut-être certaines choses que j'aurais fait différemment grâce à certaines choses que j'ai appris aussi du monde associatif. Il y a un monde particulier, mais passionnant aussi. Ouais, et si tu mixes tout ça, tu arrives à une certaine mutation, et on en parlait juste avant aussi, pareil, d'appuyer sur le bouton REC. On vous cache un peu des choses peut-être, mais vous allez tout entendre. On a parlé des 4 objectifs principaux de la fédération. Alors moi, je suis la cible parfaite parce que je viens de Bordeaux. Ouais. Alors on commence à être l'ennemi de Toulouse. Enfin, du moins, on essaye humblement de l'être. Tu sais pourquoi moi je suis la cible numéro 1? Parce qu'en fait, moi j'ai grandi quand même avec le football. Je suis de 89. J'ai grandi avec les Girondins. Tu connais la situation des Girondins aujourd'hui. Et maintenant, j'ai un club de rugby qui est ultra populaire, où c'est festif, où j'ai amené encore mes neveux pendant les fêtes de Noël. Et où tu passes un super moment. Et aussi parce que tu t'y retrouves en termes de valeurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je fais pas de comparatif avec le foot, etc. Ouais. Juste avec le fait que je suis dans une ville où le rugby est en train de prendre... la première place finalement en termes de popularité et en termes d'accessibilité aussi, etc. Et en fait, pourquoi je te dis ça, c'est que tout simplement je pense que il y a une transition qui est en train d'être opérée en termes de médiatisation, et il y a un de vos objectifs d'ailleurs qui est lié à ça, parce que vous êtes le 2e sport le plus médiatisé en France, mais 10e en termes de licenciés, donc il y a un vrai défi. Et je voulais savoir un petit peu justement comment tu te places et comment vous vous placez dans cet écosystème, parce que c'est dur de rester humble en se disant ouais, finalement on est le 2e sport, on a celui qui a les meilleures valeurs, on a tout pour être en fait le premier demain. Donc comment en fait on se place par rapport à tout ça, et après je te propose que finalement ça va revenir sur les 4 objectifs qu'on avait cités. Donc pour les résumer, après on va rentrer dans le détail, mais donc c'est les 13 équipes de France que vous gérez, c'est le poids à avoir à l'international. Ça m'intéresse parce que je trouve que c'est pas évident en termes pour une fédération d'avoir un poids international. Je trouve que tu as parlé de la Nouvelle-Zélande, ils font un boulot remarquable aujourd'hui en termes de médiatisation. Il y a le nombre de licenciés effectivement, et après le rôle sociétal d'une fédération. Donc voilà, je te laisse. Voilà, je t'ai envoyé tout, je t'ai droppé plein d'idées. Mais voilà, comment tu arrives à créer cette mutation qui fait qu'aujourd'hui tu es si populaire et si aimé? Je pense qu'il y a clairement des valeurs autour de ce sport déjà qui sont énormément appréciées. On a fait pas plus tard que la semaine dernière une étude barométrique sur la fédération. Il y a 80% des Français qui ont une bonne image du rugby malgré les affaires de l'été récentes.
Je pense qu'il y a eu une Coupe du Monde qui n'a pas eu le résultat espéré, mais qui a eu un engouement absolument fabuleux autour de la Coupe du Monde dans les stades là-dessus. Les Jeux Olympiques aussi, il y a été une bouffée d'oxygène absolument exceptionnelle. On sort d'une tournée de novembre qui a été magique avec des scénographies aussi exceptionnelles. C'était incroyable. Voilà, avec le haka. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une image du rugby qui est exceptionnelle, qui est très suivie. On fait des records d'audience, mais vraiment sur avec nos diffuseurs, que ce soit France Télé, que ce soit TF1 en termes d'audience. Et donc du coup, c'est vrai qu'on est un sport très très médiatique et qui ne fait que progresser. Donc ce qui est plutôt positif, mais on y reviendra. On a un vrai décalage entre ensuite le nombre de licenciés et notre médiatisation, et c'est un axe absolument fondamental de la fédération. Tu l'as rappelé, hein, je vais rajouter, il y a 5 gros axes dans la fédération. Donc il y a effectivement la performance des équipes de France, donc on en a 14 aujourd'hui. J'avais 13, donc c'est quoi la petite dernière qui a été créée, on a une France Développement qui vont jouer d'ailleurs contre l'Angleterre le 21 juin prochain à Toucanam. Mais on a effectivement avec 14 équipes de France, on a le poids de la France à l'international, on va y revenir aussi là-dessus parce qu'il y a énormément d'enjeux à l'international. On a augmenté le nombre de licenciés, c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure. Et on va dire le 4e axe est vraiment aussi très impulsé par la gouvernance actuelle et notamment par Florian, qui est vraiment de faire du coup une fédération en mission. On y reviendra sur ce que ça veut dire. Et je rajoute un dernier axe qui est que comme toute organisation, on a aussi la transformation de la fédération, parce que comme toute fédération, on a des enjeux au niveau du digital, on a des projets stratégiques, on a le renouvellement de la concession du Stade de France, on a tout ce genre d'enjeux comme toute organisation, je ne vais pas employer le mot de PME, mais comme toute PME en tout cas, et qui sont des vrais enjeux également de ce côté-là à mener avec les équipes. Ouais. Mais je te propose qu'on les prenne dans l'ordre. Ouais, on peut les prendre dans l'ordre. On peut les prendre dans l'ordre, et puis à mon avis, les choses restent liées quand même, parce que quand on parle des performances de l'équipe de France, oui, si elle performe, forcément la médiatisation est aussi meilleure. Mais si tu parles des équipes de France, on a eu des résultats. Moi, j'ai été voir le 6 Nations l'année dernière à Marseille, donc contre l'Irlande, donc ça s'est pas très bien passé. En revanche, c'était déjà un grand spectacle, avec des joueurs aussi qui étaient au repos, etc. J'ai passé un super moment. J'y vais pas avec des fans absolus. J'étais avec ma compagne, tu vois, à ce moment-là, qui comprend pas forcément les règles. C'est super bien expliqué sur les écrans, etc. Donc il y avait une accessibilité. On a passé un très bon moment malgré le score final. J'ai suivi évidemment l'équipe de France de rugby à 7, les équipes de France de rugby à 7 d'ailleurs. Il y a eu des performances, il y avait un objectif de Coupe du Monde qui a été raté. Elle se place où aujourd'hui, la performance de l'équipe de France? Vous pensez pouvoir aller encore plus haut? C'est une continuité? Il y a des dates cibles qui sont fixées? Comment ça fonctionne finalement? L'objectif c'est d'être champion du monde. D'être champion du monde, il y a le tournoi de destination qui arrive. Ensuite, moi, je vais pas parler terrain, c'est pas forcément mon rôle. Mais par contre, au niveau de la fédération, dans mon rôle, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que on a forcément l'équipe de France qui est la partie visible. Il y a tout un écosystème aussi derrière qui travaille pour les équipes de France. Donc, au niveau de la fédération, notamment, on a un très très gros service d'accompagnement à la performance. On est dans un sport qui est en train de plus en plus de se professionnaliser et d'évoluer énormément là-dessus. Tu vois, nos joueurs aujourd'hui, ils ont des trackers, ils ont donc qui mesurent absolument tout ce qu'ils font. On a des protège-dents connectés également pour mesurer l'intensité des chocs. À Marcoussis, au centre de France, au centre des équipes de France, on a un simulateur de mêlée qui a été développé en partenariat avec Thales notamment. On a une salle environnementale. Enfin voilà, il y a tout un écosystème autour de la psychologie du sport, des nutritionnistes. C'est assez peu connu, mais à la fédération, on a 10 PhD, vraiment des spécialistes en tout cas qui bossent pour accompagner toutes nos équipes de France vers la performance et vers l'ultra-optimisation justement de la performance. Donc ça, c'est un travail qui est absolument indispensable à mener sur l'ensemble des équipes de France pour être performé en tout cas au haut niveau. Et je fais une petite digression aussi, hein. On parlera peut-être des affaires de l'été, mais on investit énormément là-dessus et on doit aussi investir dans le cadre de vie pour qu'ils puissent suivre en tout cas ces principes-là. On a des gros enjeux également à la fédération au niveau de la Ligue nationale de rugby.
a la chance d'avoir un championnat de France qui est absolument exceptionnel, le top 14, mais qui par rapport à nos concurrents irlandais, néo-zélandais font que les joueurs français ils sont quand même sollicités un peu plus, donc on a un vrai enjeu de bonne collaboration en tout cas avec la LNR autour de la santé, la régénération des joueurs, ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout ce qu'on essaye en tout cas de travailler avec les équipes pour permettre de faire en sorte d'avoir des équipes de France qui performent, que ce soit à 7, que ce soit à 15, que ce soit également au niveau du féminin, qui est hyper important. Et on n'a pas trop parlé encore, mais il y a un engouement sur le féminin qui est absolument énorme. Là aussi, on fait des records d'audience sur le féminin. L'année dernière, dernier match du tournoi Destination, on fait 28 000 spectateurs à Bordeaux, justement, à Chaban-Delmas, qui était une fête contre Clermont, je crois. exceptionnelle. Alors non, c'était France-Angleterre. Ah, le France-Angleterre, le France-Angleterre, parce qu'il y a eu aussi en levée de rideau de l'UBB, il y a eu Clermont, je crois, les filles qui ont joué, les filles. C'était à Clermont, celui-là. Oui, on en parlera, mais il y a la diffusion, effectivement. On a un nouveau diffuseur pour le championnat d'élite 1 là, qui est Canal+, qui investit sur quelques matchs. On fait des audiences exceptionnelles. La Coupe du Monde 2025 aussi qui va arriver là chez les filles, qui va être une fête absolument hallucinante aussi en Angleterre, qui va être un vrai succès. Donc voilà, en tout cas, on essaye d'avoir mettre en place un écosystème qui font qu'on puisse avoir des équipes de France au top, et puis on a une génération de joueurs qui est quand même absolument exceptionnelle aussi, donc ça c'est plutôt cool. Il y a un gros travail qui est fait par la direction technique nationale aussi, donc ce qu'on appelle un projet bleu chez nous, d'avoir des principes de jeu communs, qui est géré par Olivier Lèvremont, qui est notre directeur technique national, et voilà, en tout cas des bons projets et un vrai engouement sur les équipes de France là-dessus. Hein. Et puis en plus, je fais une petite digression, parce que sur le féminin, moi, j'ai une affection toute particulière, puisque pour la petite histoire, ma tante a été la première capitaine de l'équipe de France de rugby féminine. Du coup, tu es en train de boucler la boucle, en fait. C'est ça. C'est ça, voilà. Ça peut être une bonne intro, ça, à chaque fois que tu rencontres des gens en disant, en fait, je suis là parce que, voilà. Ouais, donc c'est. Ouais, non, donc c'est 13 juin 1982, premier match de l'équipe de France féminine. Tu te rends compte, 82, c'est il n'y a pas si longtemps, finalement, par rapport aux équipes masculines. Tu te dis, tu vois, l'évolution, elle est c'est fou. lente parfois. Exactement. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Il reste du chemin à faire, et après, c'est triste à dire, tu vois, et je pense que c'est bien de pas être démago, c'est juste qu'aussi le sport féminin est en train de commencer à savoir générer ses propres revenus. Et essaye pas forcément de calquer les modèles qui existent, parce que l'audience va être différente, la façon d'adresser l'audience va être différente, etc., etc. Et c'est grâce à ça, en fait, que je pense le sport féminin va pouvoir, en fait, prendre son essor et son envol de manière autonome. Tu vois, dans le foot, je pense que répliquer le modèle masculin, c'est pas la meilleure idée. Par contre, aller chercher des marques lifestyle différentes en termes de sponsors, etc. En fait, tu vas pouvoir aller créer des choses un peu ça fait partie clairement des axes, en tout cas, sur lesquels on travaille. Mais tu vois, tu revenais sur les audiences. Le France-Angleterre du tour des destinations de l'an dernier, je crois qu'il fait 4 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Il y a un pic à 4 millions, ce qui est énorme. C'est l'audience d'une finale du top 14. Ouais. Donc c'est vraiment super. Ouais. Bon, après, c'est dommage que les filles sont pas allées au bout au JO à 7, parce que ça aurait été une belle fête aussi, mais bon, ce sera pour la prochaine à Los Angeles. Non, mais on voit qu'il y a de l'ambition et qu'il y a de la sérénité, et c'est marrant parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, les affaires de l'été. Moi, je les oublie presque. Elles ont existé, hein, tu vois, mais je les oublie presque parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de bons. Alors, il y a des choses, il y a des dérapages, il y a des choses qui méritent peut-être pas d'exister, etc. Mais moi, je me demande quelle est la place d'une fédération par rapport à ça. Tu mets un cadre à tes joueurs. Après, ils sont grands. Comment tu peux gérer, en fait, le fait de devoir contrôler leurs paroles, contrôler leurs gestes, c'est quoi le cadre d'une fédération dans ces équipes de France? Parce que on leur demande d'être, je parle des joueurs, hein, et du staff, on leur demande d'être constamment irréprochable. Maintenant, tout le monde a un téléphone, donc tout le monde peut tout filmer. C'est quoi le cadre, en fait, qu'il faut mettre dans ce cas-là? Tu vois, parce que même les apéros, on parle des apéros maintenant dans les clubs. J'ai vu hier une news d'un joueur du Racing qui se fait dégager parce qu'il est arrivé ivre à un entraînement. Moi, j'ai fait du handball, tu vois, jeune.
Bah ouais, mais en fait, oui, il y avait une troisième mi-temps aussi, tu vois. Ouais. Et juste après, c'était la responsabilité des encadrants, des parents, de nous dire, bon, abusez pas trop. Mais ça a fait un peu partie de mes souvenirs, tu vois, aujourd'hui. Enfin, en fait, je me souviens peut-être plus des apéros que des matchs, parfois, tu vois. Non, alors déjà, déjà sur ta phrase, moi, les affaires de l'été, franchement, je les ai pas oubliées. Parce que franchement, ça a été dur à gérer médiatiquement. Non, ça a été très dur, médiatiquement. Après, et tu sais, regarde, je vais te raconter une anecdote. L'anecdote, elle est folle. On est 1 mois avant les Jeux. Et il y a Jérôme Daré qui me sollicite avec Florian pour dire écoute, on a les Jeux dans 1 mois et franchement on a Antoine qui arrive dans l'équipe et s'il se passe un truc médiatiquement, un gros souci ou quoi, je considère qu'on n'est pas prêt, donc ce serait peut-être bien de faire un atelier un peu gestion de crise au cas où. On est en juin, donc avant les affaires qu'on a connues avec le 15 de France en Argentine, et donc je planifie une demi-journée avec un consultant et on imagine différents scénarios, tu vois. Il y avait 4 scénarios. Il y avait un scénario, c'était Antoine Dupont se fait les croisés, se blesse au genou, se fait les croisés dès le premier match et du coup est éliminé pour le reste de la compétition et la France est éliminée. Donc comment on réagit? Et donc du coup on faisait ce scénario. Mais ça c'est avec les joueurs. Non, scénario, ça, c'est ça on était Jérôme Daré, donc entraîneur de l'équipe de France Olympique, Jean-Marc Lermé, vice-président au niveau, Florian Grill, moi et Christophe Reit qui était le manager des équipes de France à 7. Donc il y a 4 scénarios qu'on imagine. Le premier, c'est Antoine Dupont se blesse, la France est éliminée et longue blessure. Et donc du coup, à chaque fois sur ce scénario, par exemple, mais c'était pareil sur les autres, on imaginait, donc qui prend la parole, comment on réagit, quel communiqué de presse éventuel, etc., etc. Premier scénario, c'était ça. Deuxième scénario, c'était un de nos joueurs était accusé d'agression sexuelle au village olympique. Troisième scénario, c'était un des joueurs a des propos racistes ou homophobes. Captés par des micros de France Télé. Et ça sortait pas de nulle part. Non, mais on les imaginait en tout cas. Mais vraiment de manière. Voilà. Et quatrième scénario, c'était donc on était en pleine période législative et on imagine que l'équipe de France refuse de chanter la Marseillaise parce que le Rassemblement national arrive au pouvoir. Et donc du coup, on travaille l'après-midi, on finit cet après-midi, on se dit on a travaillé, mais franchement, c'était quand même des scénarios fictifs. Enfin, honnêtement, je ne veux pas dire qu'on a perdu notre après-midi, mais on s'est dit, bon. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'un mois après, sur le 15, tu as deux des 4 scénarios quasiment qui se réalisent, quoi. Alors du coup, on a pu gérer un peu la partie médiatique, en tout cas du mieux possible. Et Florian était en première ligne là-dessus et on l'a vraiment beaucoup épaulé derrière. Mais par contre, pour revenir sur les affaires de l'été, et par rapport au discours que j'avais, au niveau d'une fédération, c'est quand même difficile. Il y a un côté un peu schizophrénique, c'est-à-dire qu'on peut pas d'un côté investir comme on le fait sur de l'ultra détail de la performance, c'est-à-dire avoir des nutritionnistes de haut niveau qui se déplacent avec des équipes qui calculent au gramme près, des préparateurs physiques qui vont calculer les charges d'entraînement vraiment de manière extrêmement minutieuse, d'avoir des trackers, des data, donc d'être dans l'ultra performance, et de l'autre côté entre 2 matchs d'avoir des joueurs qui sont en boîte de nuit à 4h du matin en train de boire, de fumer, et voilà, donc c'était incompatible. Pour réagir à ça, on a convoqué des états généraux à la fin de l'été, fin août, avec tout l'écosystème du rugby en tout cas. Il y avait des entraîneurs, il y avait des représentants aussi des syndicats, des joueurs et des élus de la fédération. Et là, on a posé 3 questions, du coup, en atelier. Il y avait une question, c'était quel doit être le comportement de nos équipes de haut niveau, exemplaire. Deuxième question, c'était qu'est-ce qui marche bien et qu'il faut perdurer. Et troisième question, c'était qu'est-ce qu'il faudrait un petit peu changer dans le mode de fonctionnement. Donc ça a posé les bases, en tout cas, d'une réflexion. Et à partir de là, moi, avec Jean-Marc Lermé, j'ai mené, on va dire, un travail un peu plus approfondi sur 5 semaines, où je suis allé auditer plus de 50 autres organisations, donc pas que le rugby, on est allé voir le hand, on est allé voir le foot, on est allé voir la NBA, on est allé voir des clubs pro pour savoir ce qui se faisait, pour essayer de comprendre, pour essayer de benchmarker. On a échangé avec les joueurs, avec les staffs, Fabien bien évidemment, Raphaël Ibanez aussi, et en fait on a découlé un cadre de vie, un plan de performance renforcé qui se décline en 20 mesures, répartir en 3 grandes catégories. Il y a une partie prévention, il y a une partie organisation, il y a une partie contrôle et sanctions également. Et pour mettre en place certaines règles
un cadre en fait. Un cadre un peu plus formalisé en tout cas de ce côté-là. Et ça va, tu vois, si je te donne des exemples de mesures, ça va interdire l'alcool dans les vestiaires, ça va limiter très fortement ou même interdire les soirées entre deux matchs au sein d'une compétition. Ça va sur des opérations de sensibilisation beaucoup plus fortes également. Ça va aussi sur un contrôle et potentiellement des sanctions financières au niveau des joueurs également si le cadre n'est pas respecté. Donc si tu veux, on a essayé en tout cas de prendre ce sujet là-dessus, mais voilà, c'est ce qui était indispensable et qui a été travaillé en collaboration avec tout l'écosystème du rugby, à nouveau. Donc en fait, à ce moment-là, tu choisis l'axe performance et donc tu veux pas biaiser ton axe performance et donc du coup, parce que c'est radical de enlever l'alcool. Alors c'est et je suis pas dans l'alcool, mais tu vois, genre boire une bière après le match. Non, mais après, je pense que quand tu vois les gabarits, bon, je pense qu'elle est vite éliminée. Après le match, il y a un pot qui est autorisé. Ok, d'accord. Ouais, vous avez quand même cadré intelligemment. On a cadré la chose. Okay. On a cadré la chose. C'est exactement ça. Et en fait, c'était tout cet enjeu. De trouver le juste milieu entre ne pas enlever tout l'aspect social. Exactement. Aussi qui fait ça doit pas être évident comme exercice du coup, mais également ne pas revivre ce qu'on a vécu en Argentine. C'était et donc du coup voilà, on a essayé de trouver cette ligne. Ça a été présenté aux joueurs, il y a eu une charte pour les joueurs et les joueuses, parce que c'est pour l'ensemble de nos équipes de France qui a été signée par chacun, donc d'accepter ces règles de vie. Et tu vois, sur la tournée d'automne, franchement, ça s'est vraiment très bien passé. Ouais. Et à nouveau, l'axe, il est sur la performance. Si on veut être champion du monde, il faut qu'on soit aussi à optimiser tout ce qu'on peut optimiser, et y compris au niveau du cadre de vie. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, ça vient clore un peu ce gros bloc. Ouais, tu vois, quand tu parles sur le gros bloc, justement, équipe de France, moi, il y a un truc aussi, je trouve. Tu sais, à un moment, tu as dit oui, il faut trouver aussi le bon format avec la Ligue parce que on a un championnat qui est incroyable, mais où il y a une charge en termes de volume de matchs, etc., qui est énorme par rapport à d'autres championnats. Mbappé a fait une interview il y a pas longtemps où justement il compare à Dupont et il dit ouais, mais Dupont, il a pris un mois de vacances, puis etc. Alors après, c'est pas du tout les mêmes sports, etc. Je cherche pas du tout cette comparaison-là. Mais je trouve que le rugby a déjà un petit peu anticipé ça, de faire attention justement aux organismes, etc. Qu'est-ce que toi t'en penses et est-ce que la fédération et la ligue, du coup, en concertation, essayent de mettre encore des choses en œuvre? Ouais, donc, alors clairement, la fédération et la ligue, ça il y a une collaboration qui est très étroite, en tout cas sur ces sujets-là. La santé des joueurs est mise vraiment au rang des priorités également au niveau de la fédération. Il y a énormément d'initiatives, en tout cas là-dessus. Sur la santé des joueurs, on y reviendra peut-être sur le volet international, on milite pour l'abaissement de la ligne de plaquage, enfin il y a tout un tas d'initiatives en tout cas afin de préserver la santé des joueurs. Là c'est vrai que sur la relation avec la Ligue, on est beaucoup aussi focalisé sur la régénération des joueurs pour qu'ils soient performants. Donc voilà, tu vois, sur les tournées d'été notamment, les joueurs top premium, du coup ils sont pas sélectionnés, ça permet de... Et voilà, en fait il y a tous ces enjeux-là voilà, qui sont travaillés de concert avec la Ligue nationale de rugby, avec les clubs, piloté par Jean-Marc Lermé, qui est le vice-président de la fédération en charge du haut niveau, et qui est indispensable parce que on a besoin d'avoir voilà, des joueurs au top de leur forme. Le niveau international est tellement exigeant que ça fait partie des gros axes de travail, en tout cas de la fédération, ouais, clairement. Et du coup, pour gagner maintenant le championnat, il faut un pool de 45-50 joueurs pour hallucinant, pour être performant. Quoi. C'est quand même impressionnant en termes d'effectifs. C'est ça, et tu vois, un truc qui a été... parce que tu vois, alors là, moi je comparais beaucoup. Tu sais, il y avait le championnat de foot anglais, je sais pas si t'en souviens, dans les débuts des années 2000, où tu avais un championnat qui était tellement fort, avec tellement d'étrangers, que l'équipe nationale... elle était nulle, l'équipe anglaise. Ouais. Je crois qu'elle s'était même pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2002 ou un truc comme ça. Et c'est un parallèle que tu peux faire dans pas mal de sports. Ouais. Mais là, tu vois, sur le rugby, là, pour le coup, avec le top 14, donc il y a une réglementation en place là pour protéger les GIF, les joueurs issus de la formation française, qui permet de faire éclore du coup les jeunes. Aussi, il y a quelques week-ends de doublons qui permet d'avoir aussi des joueurs finalement qui jouent en top 14 là-dessus. On l'a vu le week-end dernier, Toulouse, ils ont aligné une équipe, la moyenne d'âge elle avait 21 ans. Et donc du coup, on a quand même un modèle qui permet aussi de faire éclore les jeunes joueurs, d'avoir un championnat qui est bon, de préserver
du mieux possible, en tout cas les joueurs premium. Donc voilà, je dis pas que c'est la solution parfaite, et à nouveau c'est pas à moi de commenter ça, enfin faudra que tu invites plus Jean-Marc Lermé là-dessus, mais pour le coup en tout cas on a quand même un système qui permet de faire éclore aussi les jeunes talents, et puis on a vu sur ces dernières années on a quand même une génération qui est géniale, et ça ne nous a pas empêché d'avoir des belles victoires, quoi. Ouais, quand tu dis, tu peux même interroger le fan. Je pense que bon, t'as Toulouse qui a quelques extraterrestres, donc c'est un petit peu hors combat. On l'a vu l'année dernière, mais après derrière, ça fait un championnat justement qui est suffisamment étoffé pour créer de la compétitivité à différents niveaux C'est ça. et être barragiste, et t'as du suspense jusqu'à la dernière journée. Donc ça veut dire que le contrat est quand même rempli, parce qu'en tant que fan, ce que tu veux à la fin, c'est pas de savoir qui est champion dès la première journée, quoi. Et donc pour le coup, c'est pas mal. Tu vois, si on parle un peu économie du rugby au global, t'as 80% de l'économie mondiale du rugby, c'est la France et l'Angleterre. Et on est 20% Australie, et 20% le reste, parce que c'est des petits marchés. Nouvelle-Zélande. Voilà, top 14. Quand on est sur les sujets d'enjeux à l'international, et on a une vraie spécificité française aussi de par la qualité de notre championnat. Ouais. Il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer ça, parce que des fois on peut avoir des positions un peu divergentes par rapport à nos homologues, mais en tout cas on a une vraie force économique en France autour du rugby par rapport aux affluences dans les stades, par rapport à l'intérêt du championnat qui a aucun égal ailleurs dans le monde. Ouais. On salue François qui s'occupe de vendre les droits justement à la LNR, qui a aussi des défis là-dessus. C'est bien que tu ouvres la page internationale. Moi, j'ai vu vos contenus sur YouTube notamment. Franchement, c'est chouette parce que c'est accessible. C'est hyper compliqué, je trouve, quand on est une fédération de faire deux choses. C'est de communiquer pendant les temps froids. Parce qu'en fait, tu as des temps qui sont très chauds. Tu as le 6 Nations, si on prend le rugby. Tu as eu les JO, tu vas avoir tes deux tournées et quelques matchs. Donc déjà, c'est dur de communiquer avec ton public de fans sur ton territoire. À l'international encore plus. Là, vous faites des contenus qu'on peut regarder à d'autres périodes, etc. Je trouve ça assez chouette. C'est quoi l'objectif de l'internationalisation ? C'est de trouver des publics étrangers qui vont être sympathisants de la marque FFR. Finalement, comment on construit une stratégie d'internationalisation quand on est représentant finalement aussi d'un pays ? Moi, j'ai qu'un exemple en tête, c'est celui de New Zealand Rugby, qui a créé une plateforme OTT, qui a créé une application, qui a créé une communauté autour de son équipe. Je trouve que c'est une référence dans pas mal de choses à ce niveau-là. Mais c'est quoi la stratégie du coup de l'internationalisation pour la Fédération française de rugby ? Du coup, sur l'international, t'as vraiment deux gros axes. Ouais. T'as un axe, c'est une stratégie d'influence à l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'organisation qui régit le rugby à l'international, qui s'appelle World Rugby, qui est l'équivalent de la FIFA en foot, et qui, pour le coup, a tout un tas de commissions, notamment la commission du jeu professionnel, la commission de l'arbitrage, etc., et qui est quand même trustée énormément par les anglo-saxons, de manière très transparente. Et donc, du coup, tu as une vraie stratégie d'influence à l'international pour la France. Donc, du coup... Je crois qu'il y a quand Florian est arrivé et était élu à la présidence de la fédération de rugby, il y avait 140 membres dans les différentes commissions de la fédération, enfin de World Rugby, et sur les 140 membres, il y avait 2 Français, quoi. Alors qu'on pèse à nouveau 40% de l'économie mondiale du rugby. Et donc du coup, il y a un vrai enjeu d'investir ces commissions pour justement faire valoir du coup notre système français, parce qu'on a aussi quelques enjeux divergents par rapport à nos amis anglo-saxons. Tu prends pour le fan sur les règles, sur les règles du jeu. En ce moment, on a un débat sur le carton rouge 20 minutes par exemple. La France on est contre, les anglo-saxons sont pour. Il y a l'Australie qui a une grosse influence du rugby à 13, donc du coup ils poussent beaucoup pour avoir des règles du jeu aussi qui vont forcément plus vite, un peu moins à l'aise dans les zones de ruck, etc. Donc on a un vrai enjeu d'influence à l'international auprès des instances. Donc tu as World Rugby, tu as Rugby Europe, tu as la société notamment Destination, et donc du coup on a un vrai enjeu en tout cas d'investir ces organisations-là pour faire porter de la voix de la France, en tout cas de ce côté-là. Et puis tu as un deuxième gros axe sur l'international qui rejoint un peu ce que tu disais, qui est un axe de développement. Et dans l'axe de développement, tu as une catégorie qui est médiatique. Et là, clairement, c'est générer en tout cas des fans et faire en sorte que le game puisse avoir de l'intérêt. Il y a beaucoup de projets là-dessus. Avec la société Destination, il y a eu la série Netflix notamment. Il y a une nouvelle compétition qui va voir le jour, qui va remplacer les test matchs de juillet et de novembre, qui ça va s'appeler la Nations Cup à partir de 2026.
qui va ramener de l'intérêt sur ça. Il y a toutes les séries que nous on peut faire aussi de ce côté-là, les destins emmêlés, les reportages aussi sur l'équipe de France 1-7, donc pour vraiment générer de l'expérience fan et du développement en tout cas médiatique là-dessus. Et il y a aussi une stratégie de développement à l'international auprès d'autres fédérations et de rayonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'inverse du foot, il y a 12 nations, quand même 10-12 nations très performantes au niveau du rugby. On a un vrai enjeu au niveau global de pouvoir faire émerger de nouvelles nations. Et donc du coup, de ce côté-là, nous, la France, on s'investit aussi beaucoup là-dessus. On a un partenariat avec l'agence française, l'AFD, l'agence française pour le développement, pour développer notamment et structurer certaines fédérations, développer le rugby, que ce soit en Afrique ou au Pacifique notamment. Donc voilà, il y a beaucoup de projets en tout cas pour faire rayonner aussi la France à l'international, que ce soit d'un point de vue médiatique, que ce soit d'un point de vue de relation avec les autres fédérations, que ce soit d'un point de vue aussi de World Rugby, et qui sont des enjeux véritablement énormes pour la fédération. Et ça vous arrive de trouver des sponsors localement pour essayer de développer justement la notoriété de la Fédé sur un territoire? Typiquement, l'Argentine, un Argentin va être fan de l'Argentine, mais tu peux être potentiellement la deuxième fédération qui va apprécier. Bon, même si on n'est pas trop copains avec les Argentins depuis quelques années, mais est-ce que parfois vous passez par des relais locaux? Non, mais c'est un véritable enjeu. Et tu mentionnais la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est un petit marché, ils ont 4 millions d'habitants seulement. Ils ont 90% de leurs sponsors, c'est des sponsors étrangers. Ils font énormément d'activations à l'international. Tu vois, en novembre, ils ont fait et ils ont 3 équipes pour le faire. Ils ont l'équipe de Nouvelle-Zélande All Black, ils ont une équipe développement, ils ont une équipe de Maori All Black, et donc du coup, ils font des matchs en Géorgie, au Portugal, ils en ont fait un en France avec les Maori All Black également contre la Géorgie là-dessus. Donc ils ont une vraie stratégie en tout cas d'internationalisation, et ils font 90% de leurs partenaires sponsoring en tout cas là-dessus. Nous, c'est un axe de développement clairement. Aujourd'hui, on a des partenaires, mais qui sont essentiellement français, et on a besoin aussi d'exporter cette marque France Rugby à l'international. Et donc du coup, on le fait. On va le faire aussi à travers les Coupes du Monde, à travers la nouvelle compétition de la Nations Cup notamment. Faut rappeler que la prochaine Coupe du Monde en 2027, elle est en Australie, mais en 2031, elle sera aux États-Unis, donc il va être un marché aussi à aller conquérir. Et il y aura Coupe du Monde féminine et masculine également. Donc du coup, 2031, c'est Coupe du Monde masculine aux États-Unis, et 2033 également pour les filles. Et donc du coup, on travaille aussi là-dessus. Ça fait partie de la stratégie d'internationalisation, en tout cas d'un point de vue business, qui est importante. Ouais. Et finalement, d'aller identifier déjà les marchés du futur. Alors l'Australie, il y a déjà une présence du rugby, celle des États-Unis est en train de se créer. Il y a la Ligue qui s'est créée. Et en Europe, si tu regardes la finale de la Coupe du Monde 2023, elle a été vue par 4 millions de téléspectateurs en Allemagne. C'est absolument énorme. En Espagne, il y a vraiment un public également au rugby. Donc nous, tu vois, quand on parlait de la France et du rôle de la France, notamment dans World Rugby, on pousse beaucoup pour une stratégie d'européanisation également du développement du rugby. Donc peut-être pas autant que nos amis anglo-saxons le poussent sur l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis. Et nous, on croit beaucoup aussi à aider les fédérations. Il y a un vrai marché en Europe à poursuivre et à conquérir. Ouais, ça rejoint le premier point que tu disais sur le fait d'avoir un peu plus d'influence sur les organisations en termes de gouvernance, parce que finalement les nouvelles règles aussi sur le 6 nations, où finalement maintenant il y a un peu plus d'accessibilité surtout sur la poule B et C, où il va y avoir un peu plus de matchs pour augmenter la compétitivité pour la Géorgie, la Roumanie, le Portugal, ou toutes ces équipes finalement qui sont de seconde zone, mais qui peuvent faire rêver sur 1 ou 2 matchs de Coupe du Monde. Donc finalement, ça rejoint aussi un petit peu ce point-là, que vous essayez de défendre. Non, exactement. Et puis tu vois, avec la nouvelle compétition là, qui va s'appeler la Nations Cup, va permettre d'avoir ça, puisque du coup, ça va remplacer les test matchs. Grosso modo, alors je vais essayer d'être pédagogique au micro, mais il va y avoir 2 poules. Il va y avoir une poule avec les 6 nations du Nord. C'est ça. Ouais. Tu vas avoir une poule avec les 6 nations du Nord. Tu vas avoir une poule avec les 4 grosses nations du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine et Afrique du Sud, plus Japon-Fidji. Donc du coup, tu auras 2 poules.
la poule du Nord, la poule du Sud. Chaque équipe va se rencontrer durant les 3 test matchs de juillet, les 3 test matchs de novembre. Et ensuite, tu auras un 4e week-end en novembre qui sera le week-end des grandes finales, où le premier de la poule du Nord va rencontrer le premier de la poule du Sud, le deuxième de la poule du Nord, le deuxième du Sud, etc., etc. Et tu vas avoir un système de relégation et de montée qui va se mettre en place également. Et donc, du coup, tu pourras avoir, je sais pas, le Portugal ou la Géorgie qui peut intégrer en tout cas cette Ligue des Nations, cette Nations Cup, et prendre la place de l'Italie ou le Pays de Galles, l'équipe qui sera derrière. Donc ça va quand même rajouter en tout cas pas mal d'intérêt là-dessus, et ça va créer également d'un point de vue business un vrai 4e week-end de finale qui va être une grande fête du rugby également, donc il sera très probablement à Londres en 2026, qui va se faire au Moyen-Orient également en 2028. Et voilà, qui va se faire tous les 2 ans là-dessus. Mais ça va être une belle aventure. Ouais. Et qui va nous permettre aussi d'exporter la marque France Rugby. La marque France Rugby, qui va remplacer les test matchs. Donc, ça va être... c'est un beau projet en tout cas sur lequel on travaille avec mes homologues CEO des autres nations. Ouais. Et puis, Abdelatif Benazi aussi, qui est le vice-président de la fédération en charge des sujets internationaux, avec qui on travaille main dans la main sur tout ça. Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, tu chiffres énormément les audiences, la médiatisation, etc. On sent que voilà, vous avez des chiffres, vous avez des objectifs, etc. Et je trouve ça bien parce qu'au moins, ça veut dire que vous avez un cap qui est assez défini. Et là-dedans, finalement, on en a parlé un petit peu au tout début du podcast, que vous êtes le 2e sport le plus médiatisé, mais le 10e en termes de licenciés. Je crois que c'est le 3e objectif justement de la fédération, d'essayer de remonter le nombre de licenciés. Moi, j'ai mon neveu qui joue à Dax. Et alors, c'est le problème de toute maman. Je crois que le rugby, ça peut être aussi un peu violent, etc. Donc, c'est ce que ma sœur dit parfois. Comment on fait pour remonter le nombre de licenciés? Je vois dans ma famille, il y en a pas mal, je les vois pas se mettre au rugby maintenant, mais par contre, ils seront toujours là derrière la télé à regarder. Ah si, comment on fait? On diversifie la pratique. On développe en plus le rugby à 5, qui est pratique au toucher, sans plaquage. Ou le flag, des choses comme ça. Tu le considères comme du rugby maintenant, le flag? Alors, rugby à 5, en tout cas, qui est basé sur l'évitement, fait partie de la fédération. On le développe et ça marche de manière top. Mais ensuite, pour revenir là-dessus, donc effectivement, franchement, on est d'ailleurs le seul sport avec autant d'écart entre la médiatisation et le nombre de licenciés. Donc on est à 350 000 licenciés, le foot ils sont à 2 000 euros par exemple. Et d'ailleurs, je crois, juste avant la Coupe du Monde, alors ça fait mal de le dire, mais on était derrière le canoë-kayak, je crois. Donc, ça a remonté avec les médailles, j'espère. Là, maintenant, on est 9e. Donc, on n'est plus 10e, on est 9e en termes de nombre de licenciés. Mais donc, du coup, là, il y a plusieurs initiatives, en tout cas, sur lesquelles on travaille. Il y a un gros enjeu qui est au niveau du maillage territorial, au niveau des infrastructures. Et ça, c'est le combat prioritaire qu'on doit mener. Aujourd'hui, tu as 2000 clubs de rugby, tu en as 13 000 de foot. Tu vois, là, j'ai passé mes vacances en Bretagne. La Bretagne, c'est hallucinant. La Bretagne, tu as 2000 terrains de foot en Bretagne, tu as 121 terrains de rugby. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Et donc, mais tu vois dans le sport pro après, parce que tu as, je sais pas, dans les 3 premières divisions, combien il y a de clubs en football, c'est énorme. Tu prends Rennes, je sais pas s'il faut inclure Nantes, mais Brest, etc. C'est vrai que le rugby, maintenant, t'as Vannes, donc c'est le début finalement un peu du maillage territorial. Mais du coup, dans un vrai enjeu, en tout cas, si tu veux, nous, tu vois, on a fait des études statistiques. T'es une maman qui amène son enfant à l'école, et donc pas à l'école, pardon, au club de sport d'à côté. À partir du moment où le temps de trajet de la maison jusqu'au club de sport, il dépasse 12 minutes, tu as une chute considérable de la fidélisation du licencié. Et donc du coup, tu as un vrai enjeu justement d'arriver à mailler le territoire avec des clubs de rugby, avec des antennes de rugby, avec des infrastructures là-dessus. Donc il y a un projet qu'on a mené mais qu'on poursuit avec l'Agence nationale du sport notamment pour développer les infrastructures. Donc, il y a eu tout un programme avec 20 millions qui ont été investis justement pour développer les infrastructures. Il y a Florian et les élus de la fédération qui sont sur le terrain également tous les week-ends auprès des conseillers départementaux, auprès des conseillers régionaux, auprès des collectivités, justement pour pousser ces acteurs-là à investir dans le rugby. Et c'est le combat numéro 1 aussi à mener là-dessus. Et ensuite, il y a d'autres initiatives
qu'on mette justement pour permettre d'augmenter le nombre de licenciés. Ça passe aussi par l'école. Tu vois, le rugby, il est né à l'école grâce à ses vertus éducatives. On a envoyé tout récemment 35 000 ballons de rugby dans les 35 000 écoles de France, avec un petit QR code permettant de flasher, de connaître les règles, d'apprendre. Et donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me souviens pas à l'école faire du rugby chaque année en aujourd'hui, EPS, aujourd'hui, à Marcoussis, là, il y a un séminaire actuel qui est fait avec ministère de l'Éducation nationale notamment, pour former des professeurs des écoles au rugby et au rugby à 5 justement. Rugby à 5 un rugby plus ludique, qui est une pratique vraiment basée sur les guillemets moins violent pour compatible avec l'école. C'est du toucher, ça peut se jouer dans un gymnase. C'est mixte également parfaitement, parce qu'il faut juste faire une passe en arrière et courir. Donc t'as pas aussi ce truc de quand ça se joue au foot, t'as un peu les garçons qui jouent entre eux et les filles. Là franchement c'est accessible à tout le monde et ça marche super. Et donc nous on pousse vraiment ça auprès des acteurs publics pour développer la pratique du rugby. Et ensuite on a des pratiques aussi alternatives. Justement on parlait du rugby à 5 qui se développe énormément dans les clubs, dans nos demi-clubs de rugby, qui ramènent beaucoup de licenciés. Il y a les sections de baby rugby aussi qui ont été ouvertes et qui ramènent beaucoup de licenciés. Il y a le développement du rugby féminin qui est exponentiel également sur beaucoup d'aspects. Mais à nouveau, si on veut, on a vraiment cet enjeu de faire comment on transforme notre ultra-médiatisation et notre bonne image qu'on a en plus de gens qui font du rugby. Parce qu'on a la conviction aussi, avec les équipes, de dire que plus il y aura de rugby, de personnes qui font du rugby, mieux la société se portera. Il y a une phrase que Florian et que toutes les équipes de la fédération sortent, qui est qu'au rugby, on ne transforme pas que des essais, mais on transforme aussi des hommes et des femmes, et que c'est une expérience, en tout cas, qui n'est pas que sportive, qui est une expérience éducative et citoyenne. Et donc, du coup, on pousse énormément là-dessus. Mais justement, alors c'est marrant parce que c'est un peu déjà la transition, mais toi, tu compares le nombre de licenciés par rapport à la médiatisation. Si tu prends l'ensemble des bénévoles, vous avez le chiffre On a 60 000 bénévoles. 60 000 bénévoles. On a 60 000 bénévoles. Et donc ton maillage, finalement, il est déjà beaucoup plus important que le simple licencié. Parce que j'imagine qu'autour d'un club, les bénévoles, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on se souvient de l'événement au Clubhouse qu'il y avait en fin d'année, quoi. Ouais, les 60 000 bénévoles, ils sont dans les 2000 clubs de France. Et c'est eux qui font vivre, en tout cas, le sport en France est bien sûr énormément basé sur le bénévolat. Ouais, mais je trouve que tu vois, dans les chiffres, on a souvent le classement du nombre de licenciés. On n'a pas le classement du nombre de bénévoles. De gens impliqués. Et je trouve qu'en fait, ta valeur sociale, elle est aussi c'est sociétale, comme vous le dites. Elle est aussi là-dedans finalement, tu vois, parce que ok, j'ai un club, mais si c'est un club au fin fond de la Bretagne, parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de terrain, mais en fait il fait vivre 60 villages autour parce que tout le monde est bénévole, etc. En fait, ton engagement il est bien plus important que les 10 licenciés ou les 20 licenciés, parce que tu as une équipe, tu vois. C'est là où tu as un rôle frustrant, tu vois. Les Pyrénées-Atlantiques, il y a 2 mois, tu avais un repas d'après-match. Le village, il a 800 habitants. Le repas d'après-match, il fait 400 personnes. Donc, t'es au cœur. Surtout dans le. Alors, tu vois, autant on est le 10e sport en termes de nombre de licenciés en France, autant on est le 2e sport rural. C'est-à-dire que dans les campagnes, on est le 2e sport. Et donc du coup tu as un vrai lien social qui se crée autour du sport en général, mais plus particulièrement autour du rugby. Le défi ça va être de lancer ce classement du coup de bénévoles, comme ça tu auras un top 3 assuré, je pense. On va voir si on est devant le canoë-kayak effectivement là-dessus, c'est possible. On embrasse le canoë-kayak quand même. Les pauvres. Tu parlais justement de ce rôle sociétal. Vous êtes une fédération qui doit avoir des missions. Moi, je trouve toujours difficile d'avoir plusieurs missions. Alors, on a parlé d'éducation, on a parlé il y a des job dating que vous avez créé dernièrement aussi. Vous avez en fait plein de missions, l'écologie, l'environnement, plein de choses. Comment on crée une feuille de route là-dedans, sachant que déjà en tant que citoyen humain, je trouve ça pas tous les jours facile. Tu vois, c'est marrant. J'en parlais avec des amis pendant les fêtes. Et j'ai une amie qui bosse dans l'écologie, etc. Et on parlait tous un peu de nos missions. Est-ce que toi, je sais pas, t'es peut-être plus sensible effectivement à l'écologie et donc pas prendre l'avion, mais quelqu'un d'autre, ça va être à
aider quelqu'un qui a rien dans la rue, tu vois. Et il n'y a pas un truc plus vertueux que l'autre, tu vois, faut pas juger, juste essayer de faire quelque chose. Mais quand justement tu es une fédération, tu dois un peu tout porter sur tes épaules. Et je trouve parfois que c'est difficile parce que c'est difficile d'avoir plusieurs messages et sans justement être juste des magots à faire du greenwashing ou dire que tu es là sans être vraiment là, etc. Donc comment tu crées ta feuille de route sur ton rôle justement sociétal? Ouais, sur ça, justement déjà il y a un discours déjà très clair au début et qui est porté par Florian de manière très forte, c'est de dire que le rugby, ce n'est pas qu'un enjeu sportif, c'est avant tout un enjeu éducatif citoyen. Et donc du coup, il y a une feuille de route qui a été construite avec des équipes. En fait, on a créé un fonds de dotation également qui s'appelle Rugby au cœur et qui est en charge de porter toutes ces initiatives sociales, sociétales, justement autour de la Fédération française de rugby et qu'on décline en plusieurs axes. Alors du coup, il y a un axe autour de l'éducation par le sport, notamment. Il y a un axe et qu'on développe beaucoup autour de l'inclusion, donc tout ce qui est relatif aux sections de rugby santé, rugby adapté aussi, qui se développe énormément auprès de nos 2000 clubs en France. Un vrai rôle également dans la société. Tu vois, on a des mécènes justement qui sont sur ce fonds de dotation. Et tu vois, on parlait de Total Energy tout à l'heure en antenne. Total Energy, ils nous financent un tournoi des quartiers et des campagnes. Et donc du coup qui permet de faire des opérations pied d'immeuble ou au cœur de la place de village et qui permet à des jeunes d'organiser un tournoi, de venir à Marcoussis pour faire la finale là-dessus. On a les job dating stade vers l'emploi, effectivement tu en as parlé, c'est une initiative absolument exceptionnelle. On travaille avec France Travail en partenariat très fort là-dessus et également du coup avec un de nos partenaires qui s'appelle Manpower. Et donc du coup le principe il est simple, c'est on réunit sur une journée des demandeurs d'emploi et des employeurs. On fait un match le matin de rugby touché. On ne sait pas qui est qui entre l'employeur et entre le demandeur d'emploi. À midi, il y a un petit casse-croûte, repas convivial qui s'instaure. Et l'après-midi, on dévoile qui est qui et on fait des entretiens. Ce qui est hallucinant, c'est que sur ces opérations-là, le taux de retour à l'emploi 6 mois après, il est de 60%. C'est fou. Une opération de job dating stade vers l'emploi rugby, elle coûte 7 000 €. Le coût d'une personne au RSA pour la collectivité, il est de 7 000 €. Donc, je vais pas dire, on a quasiment un retour sur investissement 60 fois supérieur. Et puis la démarche, elle est trop bien. Et on a, donc ça fait partie. Donc, comment on fait? Déjà, on met des équipes là-dessus. Nous, on a des équipes qui travaillent très fortement sur ces enjeux-là. On a un vice-président qui est dédié aussi sur ces enjeux-là, qui s'appelle Jordan Roux, qui fait un travail exceptionnel avec les équipes. Et donc du coup on le met au cœur de la mission là-dessus. On fait une soirée de gala également qu'on a fait en novembre pour lancer justement ce fonds de dotation et valoriser toutes ces initiatives sociales, sociétales, et qui nous permet aussi d'avoir des financements de mécènes. Du coup on sait qu'au niveau de la fonction publique, en tout cas, c'est un peu plus difficile d'aller chercher des financements là-dessus. Donc on fait appel aux fonds privés et on découle une feuille de route, mais parce qu'elle est portée de manière très très forte à la fois par la gouvernance, les élus, la direction générale et les équipes. Ouais, clairement. Et du coup, vu que tu as maintenant ce fonds de dotation, des porteurs de projets peuvent postuler avec des initiatives. Ouais, Comment ça marche ? On est en train de le structurer, effectivement, d'un point de vue juridico-financier. Mais oui, ce sera un fonds qui sera probablement ouvert aussi à quelques initiatives extérieures. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'après, tu peux effectivement avoir une initiative qui est nationale et pour d'autres, pense plus locale finalement, et avoir un impact aussi. Ouais, bien sûr. Comme tu disais, au fin fond de la Bretagne pour faire un nouveau terrain. Très cool tout ça. Et il y avait un dernier point que tu as mentionné. J'avais donné moi 4 objectifs et toi tu m'en as ajouté un 5e en me disant qu'il y avait aussi la partie infrastructure digitale, Stade de France, etc. Ouais, c'est plus la gestion interne en tout cas là-dessus. Ouais. Comme toute organisation, comme toute entreprise, comme toute association, on a des gros enjeux. Déjà, moi quand je suis arrivé, il y avait un vrai enjeu managérial de faire en sorte que les gens travaillent ensemble, arriver à désiloter aussi un petit peu la fédération, à avoir quelques grands projets. Et on a effectivement des gros projets en ce moment. Il y a un renouvellement de la concession du Stade de France qui est absolument clé, en tout cas pour l'avenir. Tu l'as mentionné en introduction, on a une situation financière qui est objectivement catastrophique, et donc du coup on a un vrai enjeu de retournement de la fédération de ce point de vue-là. Donc on a plusieurs initiatives qui sont en place pour travailler sur ces aspects-là.
et qui est un enjeu fondamental, qui est un enjeu véritablement de guider le paquebot de la fédération justement pour les années à venir. Ouais. Mais c'est quoi le fanion du coup d'un point de vue infrastructure pour la Fédé? C'est le stade, c'est Marcoussis, vous avez déjà un super outil. Non, alors juste donc le centre en tout cas des équipes de France, il a Marcoussis et ça va pas bouger et là-dessus il y a un peu de modernisation à faire. Par contre non, là où on a un vrai enjeu, c'est sur le renouvellement de la concession du Stade de France. Et ça c'est un enjeu qui est absolument fondamental pour nous. D'un point de vue financier et même à tout point de vue, parce que du coup tu vois, si on se compare avec les autres fédérations, toutes les autres fédérations ont leur propre stade dans lequel ils sont souverains et dans lesquels ils ont une marge de manœuvre, de négociation qui est absolument énorme. L'État a lancé un appel d'offres justement pour renouveler la concession, donc il y a deux acteurs qui ont été GL Event. GL Event et Bouygues Vinci, consortium Bouygues Vinci. La GL Event a été retenue en tant que repreneur en négociation en tout cas avec l'État, donc du coup on discute avec cet acteur-là, mais du coup qui est un enjeu absolument fondamental pour la fédération, parce qu'aujourd'hui la Fédération française de rugby génère 40% de l'activité du Stade de France, des bénéfices du Stade de France. C'est-à-dire que véritablement, à l'inverse du foot... C'est énorme. C'est énorme. Je pensais pas que ça soit autant. En fait, on a un business model, tu vois, par rapport au foot qui est complètement différent. C'est-à-dire que nous, vraiment au stade, on a énormément d'hospitalité, on a énormément d'entreprises qui s'intéressent au rugby et donc du coup on vend beaucoup de prestations VIP haut de gamme sur nos matchs. On a également un prix des billets qui est plus élevé en tout cas qu'au foot par les gens qui s'intéressent au rugby et aussi de par les shows qu'on fait qui attirent du coup du monde et qui nous permet de valoriser là-dessus. Et donc du coup dans notre business model, nous c'est absolument critique cet enjeu du Stade de France, de la billetterie et du futur là-dessus. Et justement si on compare avec le foot, c'est vrai qu'ils ont un business model qui est peut-être qui repose un peu moins là-dessus, mais avec parce qu'ils ont un contrat Nike qui a été disclosé à 100 millions l'année, que nous on n'a pas, donc voilà, ils ont d'autres enjeux en tout cas business, mais pour nous c'est un enjeu fondamental. Et donc on est en pleine discussion en ce moment avec l'État, avec les repreneurs uniques, donc je vais pas discloser ce qu'on est en train de faire, mais en tout cas il y a un vrai enjeu fondamental là-dessus. Et nous, ce qu'on cherche, c'est avoir notre souveraineté, pouvoir récolter aussi les fruits de notre travail là-dessus. Et tu vois, c'était assez intéressant d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques. Le Stade de France était en travaux. Donc, du coup, on est allé jouer à Lyon, à Marseille et à Lille. Ça a été une expérience absolument exceptionnelle. Déjà parce que quand tu vas dans un stade de province, t'as les collectivités qui t'accueillent à bras ouverts. Donc, du coup, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça a un intérêt de rester finalement au Stade de France quand tu peux te dire que tu fais un match à Bordeaux, un match à Lyon, un match au Vélodrome, à Pierre-Mauroy, peu importe? Écoute, ça, franchement, je vais pas rentrer dans les discussions qu'on a en ce moment parce que. Mais parce que je trouve que tu vois ton ancrage local quand tu dis je veux aussi augmenter le nombre de licenciés. Faire connaître le rugby dans certains territoires, mais en fait ta personne qui met pas plus de 12 minutes pour amener son enfant au sport, est-ce qu'il va prendre un train 2h30 pour avoir l'équipe de France? Finalement, tu peux te poser la même question. Mais c'est d'ailleurs pour ça que nous, dans nos conditions, ce qu'on veut conserver, c'est absolument l'opportunité de jouer de temps en temps en province pour l'équipe de France masculine. Mais par contre, on n'a pas attendu la négociation du Stade de France déjà pour le faire. On le fait déjà chez les féminines. Bien sûr. On le fait déjà chez les U20. Tu vois, les U20, là, le 1er février, tu vas avoir un match, donc nos espoirs qui vont jouer contre le Pays de Galles à Vannes. Le stade est rempli de chez rempli. On va avoir les filles, elles vont aller jouer à La Rochelle, à Brive cette année. C'est pareil, les stades sont... donc ça va être des belles fêtes aussi là-dessus. Il y a eu des matchs qui ont été joués à Grenoble, qui ont été joués au Mans. Donc on a besoin en tout cas aussi d'amener les équipes de France dans les stades de province. Parce que d'un point de vue développement du rugby aussi dans certains territoires, c'est effectivement très important. Hein. C'est effectivement très important. Mais on refera un podcast, ce sera l'occasion, je pourrais parler 3 heures du Stade de France. On verra comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on compare avec les fédérations étrangères qui ont leur propre stade, quand on compare avec les matchs qu'on a pu faire en province l'année dernière, qui est d'un point de vue financier et d'un point de vue engouement des fans et d'un point de vue développement territorial ont été un franc succès. On a clairement en ce moment, là sur janvier-février, une négociation qui est absolument cruciale
pour le futur de la Fédération française de rugby avec le renouvellement de la concession du Stade de France. Ouais. Et surtout dans une situation où cette année, les budgets, manifestement, vont être un petit peu serrés pour tout le monde. Donc, il faut sécuriser les revenus là où il y en a, quoi. C'est un petit peu ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on souhaite à la fédération cette année ? C'est quoi une année 2025 réussie pour la Fédération française de rugby et toi, même à titre personnel, si on refait le bilan là dans un an, comment on voit une année réussie en 2025 ? Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde féminine. Il y a la Coupe du Monde féminine, pardon. La Coupe du Monde féminine. Ouais, c'est vrai. Gros événement. Honnêtement, ça va être une super fête. Bah déjà, elle est localisée au bon endroit pour le développement du rugby en Angleterre. Ce matin, j'étais avec le directeur général de la Fédération anglaise de rugby. Il lui expliquait que ils vont battre des records d'affluence. Il y a un engouement qui est absolument hallucinant. Donc ça va être une vraie belle fête. Donc là, d'un point de vue sportif, en tout cas, il y aura ça. Il y aura forcément le tournoi à destination également. Il y aura toujours le championnat du monde du vin, il y a les équipes de France à 7, et puis au-delà de l'aspect sportif, moi j'aimerais bien qu'une année réussisse et si on renouvelle une négociation effectivement sur le Stade de France qui se déroule bien, si on arrive à remettre la fédération aussi sur des bons rails d'un point de vue financier, si on a quelques négociations aussi avec l'État qui sont assez dures sur certains sujets, qui se passent bien. Des équipes qui continuent d'être engagées, motivées justement pour développer le rugby à travers tout le territoire. Voilà, c'est ce sur quoi on travaille et ce sur quoi on essaye modestement d'être performant avec mes équipes, quoi. Écoute, on fera le bilan, on va suivre ça. Avec plaisir. C'est très bien. Merci beaucoup pour ton temps. On a l'habitude de poser une question assez classique sur les podcasts. Si tu as une lecture, une série, un truc à nous recommander, on essaye toujours de nourrir nos auditeurs avec quelques recos des invités. Autour du rugby Pas forcément. Un truc que tu as lu dernièrement, ce que tu veux. Hier soir, j'ai revu pour la 10e fois Rasta Rocket. Franchement, c'était exceptionnel. Un grand film. Et sinon, côté rugby, il y a un documentaire qui m'avait beaucoup marqué. Alors, je crois qu'il est encore disponible sur certaines plateformes, mais qui est le documentaire qu'avait fait Canal+ pour le 500e match de rugby qui s'appelle Souvenir en mêlée et qui retraçait justement ça devait être au début des années 2000 et en fait ça retraçait les premières années de Canal dans le rugby avec énormément d'images d'archives et tout, et c'est un vrai documentaire qui est absolument passionnant. Donc Souvenir en mêlée. Souvenir en mêlée, ouais. Ok. On va regarder s'il est encore dispo sur Canal alors. Sinon essayer de le trouver quelque part. Yes. Trop bien. Merci beaucoup David en tout cas. Ouais, à très vite. Salut. Ciao. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.